Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Alors, j'avais rappelé la définition la dernière fois du travail infinitésimal d'une force F pendant une durée dt. Alors, pourquoi je parle de travail infinitésimal? Alors, je ne l'ai pas défini comme ça, d'ailleurs, j'avais dit que c'était la puissance qui multiplie l'intervalle de temps dt. Alors, on met un petit delta ici. Je reviendrai là-dessus. Sur cette notation, vous pouvez, je ne vais pas vous enlever des points si vous mettez un d à la place de delta pour l'instant, mais je mets un petit delta parce qu'on va voir que le travail, il peut dépendre du chemin suivi. Le travail d'une force donnée peut dépendre du chemin suivi par le système entre un point A et un point B. Donc, en fait, on réserve la notation petit d pour des quantités qui ne dépendent que de l'état initial, de la position initiale, et de l'état final, de la position finale. Voilà. Alors, la puissance, bon, on se rappelle la définition que j'ai donnée de la puissance, c'est force, produit scalaire, vitesse. Donc il s'agit d'une force extérieure au système qui s'applique sur le système. Donc F produit scalaire V fois dt. Maintenant, vous savez bien que le vecteur vitesse multiplié par l'intervalle de temps dt, ben, c'est un déplacement infinitésimal. Bon, c'est dr. Alors je vais le mettre directement à droite, égale donc f, produit scalaire, dr, vecteur déplacement infinitésimal. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas à faire un déplacement infinitésimal, mais un déplacement macroscopique? Ben, on intègre delta W sur le temps. Hein. Donc, pour un intervalle de temps macroscopique, ou pour un déplacement macroscopique, bon, mettons d'un point A vers un point B, qu'est-ce que je fais? J'intègre, j'écris que le travail entre le point A et le point B de la force F, donc en général ça se note comme ceci, travail entre A et B de la force F, c'est quoi? Bah, c'est la somme, l'intégrale. Je vous rappelle que le signe intégral, au départ, il était à lire comme un S. C'est une somme. Pour un physicien, on dit toujours somme. Donc, c'est la somme, ou c'est l'intégrale de delta W. C'est la somme des petites quantités infinitésimales delta W. Bon, entre le point A et le point B. Donc, bah, je remplace delta W, on a dit que c'était F, produit scalaire, déplacement infinitésimal, entre A et B. Voilà. Alors, entre le point A et le point B, il se peut qu'au cours du déplacement, cette force F extérieure qui s'applique au système, il se peut qu'elle varie au cours du déplacement. Il se peut qu'elle varie au cours du temps. Donc, je ne peux pas donner de formule plus détaillée que ça dans le cas général. Donc, on va regarder quelques cas particuliers très courants. Qu'est-ce que je peux dire sinon sur les unités? J'ai peut-être pas rappelé ça encore. On avait donné la puissance. Je vous avais dit que pour la puissance, l'unité du système international, c'est le watt. Évidemment, pour le temps, vous savez que c'est la seconde. Et pour le travail, c'est voilà, les joules. Donc on peut dire, si vous voulez, par définition, un joule, qu'est-ce que c'est? Une façon de le dire, c'est un watt qui multiplie une seconde. Bon. Et puis vous avez vu déjà au début de l'année comment on fait pour retrouver l'unité joule à partir des dimensions fondamentales. Bon, alors, exemple de calcul de travail, le poids. Donc, travail du poids. Alors, je vais prendre le cas simple où on se situe au voisinage de la Terre, toujours considéré comme référentiel galiléen. Et
Donc si on n'est pas trop loin, si on s'écarte pas trop de la surface de la Terre, l'intensité de la pesanteur, G, ne varie quasiment pas. D'ailleurs, vous apprenez par cœur, je crois, enfin vous savez tous par cœur, G égale 9,81 en mètres secondes moins 2 dans les unités SI. Hein. Ben, en fait, plus vous vous éloignez de la Terre, plus c'est petit ce G. Je pense que vous avez fait le calcul dans un chapitre sur les satellites en terminale. Alors nous, donc, on se place pour l'instant dans le cas où G peut être considéré comme uniforme, c'est-à-dire ne dépend pas du point considéré. Donc travail du poids, P égale mg, avec un G supposé constant. Alors, constant, en fait, constant au cours du mouvement, mais surtout uniforme, c'est-à-dire indépendant du point considéré, avec G uniforme. Donc, il y aura toujours le même poids. Je pourrais considérer le poids comme P égale mg comme une constante. Alors, ben, j'y vais, j'applique simplement la définition qui est à gauche. Voilà, j'intègre entre le point de départ qui est le point A et le point d'arrivée qui est le point B, j'intègre P, produit scalaire, déplacement élémentaire. Voilà. Et je remplace, puisque je viens de dire que P égale mg, donc ça fait somme ou intégrale entre A et B de mg, produit scalaire, dr. Alors, comme dans toutes les intégrales que vous calculez, vous savez bien que la première chose à faire pour calculer l'intégrale, c'est de sortir tout ce qui est constant. Bon, bah ici, je viens de dire qu'au cours du déplacement, mg, c'est toujours la même valeur. Donc, je peux sortir le mg de cette intégrale. Ça fait mg, produit scalaire, dr, voilà, intégré entre A et B. Donc ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la somme des déplacements élémentaires entre le point A et le point B. Donc, en fait, c'est le déplacement total entre A et B. Toute l'intégrale, là, c'est simplement le vecteur qui fait passer du point initial A au point final B. Donc ça, c'est mg, produit scalaire, le vecteur déplacement total de A vers B. D'accord ? Voilà, donc on obtient une expression relativement simple. On pourrait utiliser ça à chaque fois. Pour certains calculs, ça peut être intéressant de faire apparaître l'altitude du point en question. On peut, par exemple, on introduit, mettons, un axe Z vertical orienté vers le haut. Voilà, Z vertical. Pour l'instant, j'ai une expression qui ne dépend pas du système de coordonnées choisi. Enfin, très souvent, on utilise un axe Z que j'oriente vers le haut. J'aurais pu l'orienter vers le bas. Hein, bien sûr, c'est équivalent. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je peux dire? Le vecteur G, intensité de la pesanteur, par définition, il est orienté vers le bas. Je le mets comme ça. Donc, je peux écrire, par exemple, que G, ce vecteur G, là, c'est moins G fois le vecteur unitaire EZ, qui pointe vers le haut. Le moins, c'est parce que G part vers le bas, alors que le vecteur EZ pointe vers le haut. Donc je vais juste remplacer. Ça me fait donc moins mg fois EZ, produit scalaire, AB. Alors, je n'ai pas besoin de parenthèse pour l'instant. C'est OK? Bon, maintenant, relation de Chasles. Dans le vecteur AB, je fais intervenir l'origine du repère, qui est toujours le point O. Donc ça me fait moins mg EZ, produit scalaire, AO, plus OB. Voilà. Et puis AO, évidemment, vous savez bien que c'est l'opposé de OA. Alors pourquoi je l'écris comme ça? Eh bien parce que, qu'est-ce que ça vaut? Comment est-ce qu'on peut appeler le produit scalaire? Vous savez que c'est distributif. Hein. Ça fait moins mg EZ scalaire AO, moins mg EZ scalaire OB. Donc, quand je distribue comme ça, ben je vais l'écrire, allez, précisément, ça fait donc moins mg EZ scalaire OB, voilà, et plus mg EZ scalaire OA. Et donc, la question là, que je voulais poser, c'est comment je peux appeler
EZ, produit scalaire OB. O, c'est ce qu'on va appeler l'origine du repère. Donc on va décider, bien sûr, que l'origine du repère, c'est l'altitude 0. Hein. C'est aussi l'origine pour l'axe Z. Donc, en fait, EZ produit scalaire OB, ça représente quelque chose de tout simple qui est quoi? Voilà, c'est l'altitude. Alors, pas de O. O, son altitude, c'est 0. Quand on fait le produit scalaire d'un vecteur sur... Voilà, c'est l'altitude de B. D'accord, tout simplement. Donc ça, c'est ce que je peux noter, Z, indice B. C'est la coordonnée Z du point B. Ça, c'est ce genre de truc qu'on a écrit au tout début du cours de mécanique, hein, sur les rappels sur les vecteurs. Et puis de la même façon, ça, évidemment, c'est l'altitude du point A de départ. Donc, quand j'ai à calculer le travail du poids, je peux utiliser ça directement, hein, c'est possible. Mais ça peut m'arranger dans la suite du problème d'écrire ce travail en fonction directement des altitudes initiales et finales de l'objet. Et donc, je peux écrire que le travail du poids donc, entre A et B, bon, je recopie, ce que j'ai obtenu, c'est mg produit scalaire le déplacement AB, mais d'après la formule que je viens d'écrire, c'est aussi égal à mg fois, entre parenthèses, ZA moins ZB. ZA, c'est l'altitude de départ, ZB, c'est l'altitude finale. Donc c'est égal à mg facteur de ZA moins ZB. Ça, c'est l'état initial. Ça, c'est l'état final, ou l'altitude dans l'état final. Je mets altitude initiale, altitude finale. Alors, si vous hésitez sur est-ce que c'est mg fois zb moins za ou za moins zb, il y a un truc tout simple, c'est que quand je lâche un objet, bon, ben, il descend. Qu'est-ce qui le fait descendre? C'est justement le poids de cet objet. Donc, le travail du poids, il est moteur, il est positif lorsque l'objet descend. C'est extrêmement simple, ça vous est, enfin, si vous êtes d'accord. Le poids de l'objet travaille effectivement, son travail est positif lorsque l'objet descend effectivement. C'est-à-dire lorsque ZB est plus petit que ZA, j'ai bien un travail du poids qui est positif. D'accord ? Donc c'est ça qui vous permet de, sans apprendre par cœur, si vous voulez ZA, j'aurais pu l'appeler ZI comme initial, ZB, ZF comme finale, mais au lieu d'apprendre par cœur ZI moins ZF que vous risquez de mélanger avec ZF moins ZI, ben, raisonnez plutôt là-dessus. Dites-vous, il faut que dans mon expression, lorsque l'objet descend, il faut que le travail du poids soit positif. Donc vous voyez, c'est cohérent avec ce que j'ai écrit. D'accord ? C'est bon pour tout le monde ? Voilà. Donc ça, je pense que c'est quand même un truc à connaître par cœur. Voilà. Je le mets, c'est pas dur. C'est pas dur de le retrouver, mais c'est tellement utile dans tous les problèmes où il y a de l'énergie, hein, en physique, en mécanique, qu'il vaut mieux ne pas avoir à le retrouver à chaque fois. C'est bon ? Voilà, c'est un premier exemple, travail du poids. Alors, autre exemple, le travail exercé par un ressort sur la masse qui est au bout. On avait déjà fait ça. Donc, travail exercé par un ressort sur une masse qui a son extrémité ou sur son extrémité. Par un ressort, je précise, sur une masse, par exemple, accrochée à son extrémité. Voilà. Alors, je ne veux pas faire intervenir là le travail du poids en même temps, je parle juste de, vous avez une masse qui est accrochée comme ça, et puis qui glisse sur un plan, avec ou sans frottement, hein, peu importe. Je m'intéresse juste au travail de la force exercée par le ressort sur la masse. Donc, la force exercée par le ressort c'est le ressort R si vous voulez,
et la masse, c'est la masse grand M. La force exercée par le ressort sur la masse, hein, comprenez la notation, c'est quoi? Eh bien, c'est une force qui est proportionnelle, voilà le coefficient de proportionnalité, proportionnelle à quoi? L'allongement, c'est-à-dire à la longueur actuelle moins la longueur initiale à vide. Et après, j'ai juste à regarder l'orientation. Si l'allongement est positif, le ressort va tirer la masse vers la gauche. Et donc, si j'introduis un axe, mettons UX ou EX, pardon, un axe EX tout simplement, voilà, à droite, orienté vers la droite, il faut que je mette donc un signe moins. Voilà. Donc, si à un moment vous avez la masse qui se déplace vers la droite ou vers la gauche, si la masse se déplace, eh bien, cette force exercée par le ressort sur la masse, elle va varier, contrairement au cas du poids, elle va varier au cours du temps, elle va varier au cours du déplacement de la masse. Donc, il va falloir que je calcule là effectivement une petite intégrale. Je vais écrire que, comme tout à l'heure, entre deux points A et B, hein, si la masse M, si la masse passe d'un point A à un point B, passe de A à B, eh bien le travail de cette force que je viens d'écrire entre A et B, donc je vais l'écrire là, force exercée par le ressort sur la masse, c'est quoi? Eh bien donc c'est, comme tout à l'heure, c'est l'intégrale de l'expression de cette force, c'est-à-dire moins K fois L moins L0 EZ, que multiplie scalairement le vecteur déplacement élémentaire. Alors le vecteur déplacement élémentaire, il va se faire le long d'un axe X, donc je peux dire que c'est simplement dx que multiplie EX. Voilà. Donc faites attention quand vous écrivez ce genre d'intégrale, il faut toujours se demander qu'est-ce que j'ai à gauche? À gauche, c'est un nombre. Donc, qu'est-ce que je dois avoir à droite? C'est bien un nombre. J'ai un produit scalaire, donc c'est un nombre. C'est pas un... Oui, je crois que j'ai deviné votre question. C'est pas EZ ici, c'est EX. C'était ça? Voilà. Okay. Donc, j'ai un nombre à gauche, j'ai un nombre à droite. L moins L0. C'est justement ce que je peux appeler ce truc-là, L moins L0, c'est quoi? C'est la longueur actuelle du ressort moins la longueur qu'il avait à vide au départ, hein, quand on n'a pas tiré dessus. Donc je peux appeler ça X, si j'ai envie, c'est l'allongement. Donc ça veut dire que en fait, quand j'écris ça, je fais démarrer l'origine des X au niveau de la position initiale de la masse. Hein. J'ai toujours le droit de l'appeler comme ça, donc je le baptise X. Je vais démarrer mon axe en fait, des abscisses en L0 si vous voulez par rapport au point d'attache ici. Okay. Voilà, peu importe, c'est juste pour simplifier le calcul. Donc, qu'est-ce que ça fait? Alors ici, j'ai déjà EX produit scalaire EX. Bon, ce sont deux vecteurs unitaires, c'est deux fois le même, ça fait norme de X carré, ça fait 1. Ensuite, j'ai K qui est une constante. C'est un ressort idéal, raideur, constante, je sors le K. Donc il me reste moins K fois intégrale de X dx entre le point A et le point B. Donc qu'est-ce que ça fait? Bon, ça fait tout ça. Hein. Primitive intégrale, donc je pense aux primitives. Maintenant, je reviens aux idées mathématiques. Primitive de X, Rémi, c'est une primitive de X 1/2 de x carré. Okay. Donc ça fait moins k fois x carré sur 2, où je peux mettre le 2 devant, hein, moins k fois x carré, compris entre A et B. X, c'est l'allongement du ressort. Et donc je vais prendre la valeur de l'allongement quand il arrive en B et quand il était en A. Je fais la différence entre les deux. Donc ça nous fait donc moins k fois sur 2, moins k sur 2 fois xb carré moins xa carré. Voilà, je viens de calculer le travail
de la force qu'exerce le ressort sur la masse lorsqu'on a fait passer la masse d'un point A, mettons ici, à un point B, un petit peu à droite. Okay. C'est bon? Oui? Ah ça? Ici? Alors, en fait, je suis juste en train d'utiliser la formule que j'ai écrite juste avant. C'est l'intégrale du point de départ au point d'arrivée de la force en question que multiplie scalairement le déplacement. Donc, le dr déplacement, c'est ça. Puisque c'est un déplacement qui se fait suivant l'horizontale. Voilà. Et la force, c'est juste recopier, c'est ce que j'avais écrit juste avant. Voilà. Un exemple donc où la force en question varie au cours du déplacement. Bon, je réutiliserai ça juste après, parce qu'on peut se poser la question finalement, à quoi ça sert cette définition? Quel est le sens physique de ce travail? Alors, tout l'intérêt de la notion de travail, et puis après même d'énergie cinétique, d'énergie potentielle, c'est les théorèmes qui vont avec, et que je vais développer dans un paragraphe un petit peu après. Théorème de l'énergie mécanique, théorème de l'énergie cinétique, que vous avez peut-être vu sans démonstration au lycée. Mais donc ce sont des notions qui ne sont utiles que grâce à ces théorèmes-là. Et ce sont des notions un petit peu abstraites, si vous voulez, dans la mesure où personne n'a jamais vu d'énergie. Le travail, c'est une énergie. Tout ce qui est en joules, ce sont des énergies. Est-ce qu'on voit de l'énergie? Jamais, nulle part. L'énergie, c'est un intermédiaire de calcul, bien pratique pour résoudre certains problèmes, mais c'est une construction un petit peu élaborée, un petit peu abstraite. D'ailleurs, je vous ai expliqué la dernière fois que la puissance dépendait du référentiel choisi. Donc on ne peut pas dire quelle est la puissance d'une force si on ne sait pas dans quel référentiel on se place. La puissance va dépendre du référentiel. Le travail aussi dépend du référentiel. Voilà. Bon, alors ceci dit, on va toujours se placer, nous, dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, et voilà, on ne se posera pas de questions sur des changements de référentiel. Oui. Parce que dans l'expression de la puissance c'est quoi? C'est P égale force produit scalaire vitesse. Or, la vitesse dépend du référentiel. Quelle est votre vitesse actuellement? C'est 0 dans le référentiel terrestre, mais par rapport au référentiel géocentrique, vous allez assez vite déjà. Voilà. Donc, ce qu'il faut préciser a priori. Bon, voilà pour le travail. Alors, énergie cinétique. Énergie cinétique. Alors, je commence par... je pars du principe fondamental de la dynamique, PFD. On va se placer, bien sûr, dans un référentiel galiléen. Enfin, on ne fait que ça, en première année. PFD, j'écris mon PFD, c'est la somme des forces. Je vais la noter grand F pour simplifier, parce que une somme de vecteurs, c'est un vecteur. Voilà, c'est une force. La somme des forces, c'est la masse que multiplie l'accélération. Donc je précise quand même somme des forces extérieures exercées sur le système. Bon. Enfin, c'est évident, on l'a déjà fait un certain nombre de fois, le PFD. Alors, je pars de ça, et ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par le vecteur V à gauche et à droite. Je multiplie scalairement. Je fais un produit scalaire. Donc, F produit scalaire V, c'est MA produit scalaire V. Bon, comme on fait avec toutes les équations, vous savez bien, on peut multiplier à gauche et à droite par le même nom. Alors maintenant, MA produit scalaire V. L'accélération, vous savez que par définition, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Donc M fois dV sur dt produit scalaire V. Alors, c'est là que j'emploie une petite astuce. Je vais reconnaître là-dedans une dérivée. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire de quoi cette expression qui est entre parenthèses est-elle la dérivée?
Ce qui est un petit peu difficile pour vous, c'est que c'est des vecteurs, vous n'avez pas l'habitude de travailler avec ça. Mais, personne n'a une petite idée? La question, c'est, ce que je vous dis, c'est que ce que je viens d'entourer avec 2 parenthèses, en fait, c'est la dérivée d'une certaine quantité, d'une certaine expression mathématique que j'aimerais que vous me donniez. Oui. 1/2 de v au carré. Alors, il y a juste une chose que je voudrais que vous précisiez, donc c'est pas mal, hein. Je pense que vous avez bien compris le truc. Donc, voilà ce qu'on propose, 1/2 de v au carré. Mais est-ce que je peux l'écrire comme ça? V avec un vecteur. Donc, voilà, je vais l'écrire. Je vais y aller pas trop vite. Je vais l'écrire V produit scalaire V. D'accord? Pourquoi? Parce que quand je fais la dérivée d'un produit, hein, c'est une façon d'expliquer. Bon, quand je fais la dérivée d'un produit, bah, vous vous rappelez, dérivée de UV, c'est U'V plus UV'. Bon, quand je fais la dérivée de ce produit-là, ça va faire quoi? Ça va faire la dérivée de V, c'est-à-dire dV sur dt, produit scalaire V, plus V, produit scalaire, dV sur dt. D'accord? Donc ça va faire 2 fois ce qui est entre parenthèses. Donc je le mets comme ça en remarque, hein. Pensez à la dérivée de UV. Je crois qu'en mathématiques, vous le notez comme ça, hein. C'est bien comme ça que vous notez les choses? Voilà. C'est juste pour vous faire penser à ce que je suis en train d'écrire. Voilà. Bon, eh bien, donc ça c'est quoi? Ça fait 1/2 de m fois le vecteur v au carré. La dérivée, j'ai oublié d'écrire la dérivée. 1/2 de m fois d sur dt de v carré. Sauf que bah, le produit scalaire de v avec lui-même, que je note v carré, c'est la norme carrée de v, et donc c'est la norme de v au carré. C'est donc, un peu plus simplement, c'est 1/2 de m fois d de v carré sur dt. C'est la même chose. Bon, alors m, il est constant, évidemment, donc je peux encore dire que ça, c'est la dérivée par rapport au temps de 1/2 de mv carré. Donc, moralité, ce qui est au tout début, c'est la même chose que ce qui est à la fin. C'est-à-dire que je viens de démontrer que, je l'écris ici, soit la puissance de la force extérieure F, puissance de cette force F, qu'est-ce que c'est? Ben, je m'aperçois que c'est la dérivée d'un terme 1/2 de mv carré que vous reconnaissez tous, que vous avez appelé depuis des années l'énergie cinétique. Donc égale d de EC sur dt avec par définition EC égale, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est une quantité utile, 1/2 de mv carré. Voilà. Bon, ce que je viens de souligner, là, ça s'appelle le théorème de la puissance cinétique. Théorème de la puissance cinétique. Et c'est ce théorème qui donne son intérêt à l'énergie cinétique. S'il n'y avait pas ce théorème, l'énergie cinétique serait une notion, serait une coquille vide, hein, sans utilité. Voilà. Ce théorème, je vous rappelle, pour le démontrer, je suis parti de l'hypothèse qu'on était dans un référentiel galiléen. D'accord ? Tiens, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. Parce qu'on est toujours en référentiel galiléen. D'accord ? Voilà. Donc, ça n'est vrai que dans un référentiel galiléen. Alors, vous n'avez pas trop de questions à vous poser, puisque je ne peux pas vous poser de questions sur les référentiels non galiléens. Dans un référentiel galiléen. C'est pour plus tard. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une restriction à l'utilisation de ce théorème. Alors, donc voilà le lien entre puissance et énergie cinétique. On peut bien sûr, puisque la puissance est reliée directement au travail, on peut aussi écrire une autre version de ce théorème, presque la même chose, une version qui fasse intervenir le travail. Donc, je vous rappelle que le travail infinitésimal, je mets 2 plus,
delta W, le travail infinitésimal, c'est la puissance que multiplie dt. Donc en fait, c'est d de EC, c'est la variation infinitésimale d'énergie cinétique. Et donc quand on intègre sur le mouvement, on intègre sur le temps, eh bien, on a le travail total, c'est l'intégrale de delta W entre l'état initial et l'état final, c'est l'intégrale de d de EC. Bon allez, j'ai écrit intégrale des delta W, ou somme des delta W, c'est la somme des d de EC, somme de quantité infinitésimale, et donc c'est la variation totale d'énergie cinétique. Je le réécris autrement en dessous, en précisant les notations. Le travail entre un point de départ A et un point final B d'une certaine force F, c'est égal à quoi? C'est égal à l'énergie cinétique dans l'état final, énergie cinétique en B, moins l'énergie cinétique en A. Voilà. Donc tout à l'heure, on avait un théorème de la puissance cinétique. Ça s'appelle théorème de l'énergie cinétique. Voilà. Oui? Oui. La puissance, c'est la dérivée du travail. Et donc, comme le travail est une énergie, c'est une forme d'énergie, la puissance, c'est une dérivée d'énergie par rapport au temps. Effectivement, ça. Donc, on peut dire que 1 watt, c'est 1 joule par seconde. Si ce n'était pas évident pour vous, écrivez-le, hein, je mets remarque. 1 watt égale 1 joule par seconde. 1 joule, seconde moins 1. D'accord ? Bon, petite application. Je reprends la petite voiture alsacienne dont je vous avais parlé. Exemple. Je suis allé chercher les données dans les données techniques. J'ai trouvé la masse 1980 kg. Voilà. Une Clio, c'est plutôt combien de Clio à votre avis? C'est voilà 800-900, hein, 800-900 kg. La force extérieure exercée sur la voiture, hein, donc je vous avais déjà expliqué, en fait, ce n'est pas le moteur qui exerce directement cette force. Les forces qui font avancer la voiture, elles ne peuvent être exercées que par l'extérieur de la voiture. Donc en fait, c'est le sol qui exerce cette force-là. Mais si elle exerce, la force que je vais écrire, donc c'est 1800, pardon, c'est pas 1800, c'est 18 800 newtons. Voilà. Grâce au moteur, le sol arrive à exercer une force de cette intensité-là sur une longueur de 950 mètres. Alors, je simplifie un petit peu parce qu'en réalité, la force, bon, c'est une valeur moyenne. Si vous voulez, la puissance d'une voiture, elle dépend du régime moteur. Je ne complique pas. En moyenne, ça revient à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait calculer, à votre avis, à partir de ces données? Juste à partir de ces données-là. Il y a plusieurs choses qu'on peut calculer, mais quelque chose qui fait intervenir le théorème de l'énergie cinétique. Voilà. Au bout des 950 mètres, on imagine qu'on a un départ arrêté. Je voudrais savoir quelle est la vitesse de cette voiture au bout de 950 mètres. Allez-y, regardez ce qui est là. Essayez de vous demander comment on peut se servir de ça. Donc, vitesse. À t égale à 0, la vitesse vaut 0. Et ce que je veux savoir, c'est quelle est la vitesse au bout de la longueur grand L. Vitesse V, on va l'écrire, V final, on va dire. V final au bout de
la distance L. D'accord? Donc je répète, comme c'est une valeur moyenne, on va considérer que c'est toujours la même force qui est exercée sur les voitures. Distance L. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Il suffit d'utiliser ce théorème, évidemment. Alors, c'est de la mécanique du point, hein. Ne vous embêtez pas, sauf si dans une interro vous avez un peu de temps à perdre, ne vous embêtez pas à dessiner une Bugatti Chiron Super Sport, c'est sûrement joli, mais on s'en fiche pour le calcul. Donc pour moi, c'est un point, mécanique du point. On peut représenter les forces, y compris les forces qui ne vont pas servir, mais bon, c'est à vous de me dire justement ce qui sert, ce qui ne sert pas. Je représente le poids. Je vous rappelle que la voiture ne s'enfonce pas dans le sol, ne décolle pas. Elle peut atteindre la vitesse presque d'un avion peut-être, mais elle ne décolle pas. C'est ce qu'on suppose. Donc, ça veut dire que il y a une force qui va s'opposer au poids. Il n'y a que deux forces verticales. S'il y a le poids, il y a une réaction, une partie, disons la partie normale de la réaction du sol s'oppose au poids, évidemment. Il y a des forces de frottement. Alors, on va négliger pour simplifier, on va négliger les forces de frottement de l'air. En fait, j'en ai déjà tenu compte là-dedans, c'est une valeur moyennée. Alors, on néglige les forces de frottement de l'air. Et donc, on a à l'horizontale, on peut considérer qu'à l'horizontale, on a uniquement cette force F là, que j'ai indiquée. Exercée en fait par le sol sur les roues. Voilà, donc faites le petit calcul. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? On a trois forces. Okay. Mais dans ces trois forces, vous avez compris, il y en a deux qui se compensent. Donc on n'a pas besoin de s'intéresser à ces forces-là. D'autant plus que ces forces-là, je vous rappelle qu'elles sont verticales et on va dire que la route est horizontale. Donc quand on calcule le travail de ces forces-là, on a une force qui est perpendiculaire au déplacement. Or, il y a un produit scalaire. Bon, on reverra ça dans les exercices, mais à chaque fois que vous avez un produit scalaire entre deux forces perpendiculaires l'une à l'autre, ça fait 0. Donc, pour cette raison, déjà, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Puis, deuxième raison, en plus, on a deux forces qui se compensent. Donc, de toute façon, on sait d'avance qu'il n'y a pas besoin de s'en occuper. Donc, il y a juste à faire ce petit calcul-là. Allez-y. Vous avez juste à exprimer le travail entre le point de départ et le point d'arrivée. Si vous voulez, pour vous aider un petit peu à prendre les mêmes notations, le point A, c'est le point de départ. Le point B, c'est le point d'arrivée. L égale AB. Alors, 4,35 mètres par seconde, moi, j'achète pas une voiture qui n'arrive qu'à ces performances-là. Hein. Bon, alors, il y a plusieurs qui ont commencé à écrire des choses, donc j'y vais. Donc, le travail de cette force F, on a supposé qu'elle était constante, horizontale, parce que c'est ce qui propulse la voiture vers l'avant. Et donc, j'écris WAB de la force F, comme elle est constante, ben, ça fait simplement F produit scalaire le déplacement AB. Comme F est horizontal vers l'avant, AB est horizontal, c'est simplement le produit F fois L. Or, le théorème de l'énergie cinétique me dit que ça me dit donc que ce produit F fois L, c'est égal à la variation d'énergie cinétique entre le point de départ, il n'y a pas d'énergie cinétique au départ, et le point d'arrivée. Donc 1/2 de m fois vitesse au point B au carré. C'est justement ce que je cherche, c'est la vitesse au point B. Donc j'isole, ça fait 2FL sur m, et j'en prends la racine. Voilà, je fais l'application numérique. Donc ça nous fait la vitesse finale au point B, c'est racine de 2 fois 18800 fois 950
sur M 1980. Voilà. Il y en a qui l'ont trouvé en mètres par seconde? Oui, c'est fait? 134, c'est mieux. 134,34 mètres par seconde. Il y en a qui ont regardé en kilomètres par heure, combien ça fait ça? 480, 82, 83, bon, on va pas chipoter, on va mettre 82, 482 km par heure. Voilà effectivement la vitesse que peut atteindre cette voiture. Hein, parce que j'ai moyenné la force en question. Ok. Oui. Le travail. Eh bien, le travail, si vous voulez, je recopie la formule. C'est l'intégrale entre le point de départ et le point d'arrivée de f, produit scalaire, le déplacement. Mais f est constante. Donc, je peux la sortir de l'intégrale et il me reste juste l'intégrale, c'est-à-dire la somme de tous les déplacements élémentaires. La somme des déplacements élémentaires mis bout à bout, c'est le déplacement total entre le point A et le point B. Voilà, 480 km par heure. Alors bon, il y a des gens qui trouvent que ça fait un peu, c'est pas très raisonnable, ça fait un peu rapide. Bon, on peut écraser des gens, ouais. Mais bon, en Alsace, c'est surpeuplé l'Alsace. Et puis, surtout, en fait, c'est comme mon vélo électrique, c'est limité en fait. Il y a une limitation électronique. Moi, mon vélo électrique, ça se limite à 25 km/h. Et ils ont décidé de la brider à 440 km/h, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Alors, vous remarquez que on pourrait calculer d'autres choses. Qu'est-ce qu'on pourrait calculer avec les données? Je n'ai pas posé la question, mais parce que je voulais appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Mais en principe, avec les données qui sont au tableau, qu'est-ce qu'on pourrait calculer d'autre? On pourrait calculer l'accélération. On pourrait aussi calculer quoi? Alors, la quantité d'essence, il faudrait avoir encore d'autres données sur la consommation. Mais qu'est-ce qu'on pourrait calculer encore? Oui. La puissance, oui. Oui, d'accord. Alors, la puissance, bon, elle va varier au cours du temps, parce que la vitesse augmente. Mais quoi d'autre de concret sur cette... il y a une piste de longueur L, oui. Ben voilà. On pourrait calculer le temps que met la voiture à parcourir ces 950 mètres. Tout ça, je vous encourage à le faire à titre d'exercice. Vérifiez que vous êtes capable de le faire. Vous calculez l'accélération, qui est constante, puisque la force est constante, et vous calculez le temps que met la voiture pour parcourir ce trajet. Pourquoi je ne le fais pas maintenant? Déjà parce que comme ça, vous avez le temps de vraiment y réfléchir. Et puis parce que ces questions-là, on ne peut pas y répondre avec le théorème de l'énergie cinétique. Si vous voulez, tous les théorèmes énergétiques, c'est quelque chose à retenir de manière générale. Ils permettent de faire des calculs relativement rapides quand on ne s'intéresse pas au temps parcouru, au temps de parcours. Dès qu'il y a une question sur le temps, combien de temps l'objet va mettre à aller de là à là, on ne peut pas appliquer les théorèmes énergétiques. Ça ne vous donnera pas la solution. Mais par contre, si vous voulez savoir juste quel est le... Voilà, si vous voulez obtenir des renseignements comme la vitesse finale ou la hauteur finale d'un objet que j'envoie d'une certaine façon, là, c'est assez rapide de passer par l'énergie. Voilà. C'est bon? Donc après l'énergie cinétique, énergie potentielle, petit 4. Alors tout à l'heure, je vous ai expliqué que le travail d'une force dépend a priori du chemin suivi entre le point initial et le point final. A priori, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de renseignements particuliers, il faut tenir compte de ça. Si on vous demande de calculer le travail d'une force entre deux points, la première question à se poser, c'est quel était le trajet entre ces deux points. Mais il arrive dans certains cas, c'est quand même des cas assez courants, que le travail de la force, même si la force varie entre le point A et le point B, entre le point initial et le point final, il arrive souvent que le travail de la force en question ne dépende que de l'état initial et de l'état final. C'est-à-dire, par exemple, de la position initiale et de la position finale. Et c'est ces cas-là qui sont quand même assez courants. Par exemple, toutes les forces fondamentales sont dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on introduit
pour simplifier les calculs, la notion d'énergie potentielle. Donc j'écris une petite phrase correspondant à ce que je viens de dire. Il arrive souvent que le travail d'une force appliqué à un certain système qui se déplace entre A et B, il arrive souvent que le travail d'une force entre deux points A et B ne dépendent que des positions de A et de B, et pas du chemin suivi. Alors, attention à ne pas généraliser ce que je viens de dire. J'ai mis « il arrive souvent ». Je vous ai dit c'est le cas de toutes les forces fondamentales, hein, la gravitation, la force électrique, toutes les forces fondamentales. Mais il y a des cas où ce n'est pas vrai. Par exemple, les forces de frottement, typiquement. Quand vous avez frottement et glissement, ben c'est pas vrai. Okay. Donc, ne pas généraliser abusivement. Ne dépendre que des positions, des points de départ et d'arrivée. Alors, exemple, on a vu le cas du travail du poids. C'est une force fondamentale, le poids. C'est la force d'interaction gravitationnelle. Donc, exemple, le travail entre un point A et un point B du poids, on a vu que c'était P scalaire AB, ça ne dépend que de l'état initial et de l'état final. On a aussi écrit ça, je vous rappelle, mg fois altitude dans l'état initial moins altitude dans l'état final. Donc pour être encore plus explicite, je vais l'écrire séparément. C'est mgza moins mgzb. Voilà un exemple de force dont le travail entre deux points A et B ne dépend pas du chemin suivi. Ça dépend uniquement de l'altitude initiale et de l'altitude finale. Peu importe ce que j'ai fait entre les deux. C'est-à-dire que si je soulève mon ordinateur portable comme ça, j'ai exercé un certain travail, mais lorsque... Alors, je suis en train de parler du poids. Le poids de cet ordinateur, c'est une force qui va vers le bas. Donc, le travail de cette force, il est résistant. Le travail va être négatif. La force va être résistante. Le poids résiste, contribue à résister au mouvement que j'impose à l'ordinateur. Okay. Ce travail du poids, il ne dépend pas du chemin suivi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais ça avec mon ordinateur, et que je reviens à la verticale à la fin, à la même hauteur, eh bien le poids, il a exercé finalement, il a fait le même travail. Que je fasse ça ou ça, du moment qu'il y a la même élévation de hauteur entre les deux, le poids a exercé toujours le même travail. Voilà ce dont je suis en train de parler. Donc, ça, c'est un exemple de force dont le travail ne dépend que de la position du point de départ à la position du point d'arrivée. Donc, à chaque fois que c'est le cas, lorsque c'est le cas, on peut écrire donc le travail de la force F, je reviens au cas général, entre A et B, c'est une différence entre deux termes. Par exemple, on les a sous les yeux, les termes. Et donc, de manière générale, ça, je vais l'écrire comme énergie potentielle au niveau du point A, au niveau du point de départ, moins énergie potentielle au niveau du point final. Par exemple, on reconnaît ici l'énergie potentielle. Alors, on parle du poids, donc on lui donne le qualificatif de pesanteur. Énergie potentielle de pesanteur au niveau du point A, énergie potentielle de pesanteur au niveau du point B. Ça, c'est le point initial, ça, c'est le point final. Je le mets ici, initial, final.
Donc, si vous voulez, on peut aussi écrire ça autrement. On peut dire que c'est moins la variation d'énergie potentielle associée à la force F, hein, entre A et B. Voilà, donc dans le cas du poids, on l'a sous les yeux, donc je le fais tout de suite. Dans le cas du poids, P, eh bien, l'énergie potentielle associée, on la note énergie potentielle de pesanteur, donc bon, dans la plupart des bouquins, mais EPP. Et donc, son expression, on voit que le plus simple, c'est de prendre mg fois l'altitude. J'avais mis un axe Z orienté vers le haut, hein, donc ça me permet d'écrire que ça, c'est l'altitude, égale mgz, altitude. Donc, sous-entendu, pour ça, il faut introduire un axe orienté vers le haut. Altitude. Z orienté vers le haut. Voilà. Et donc P, le P qui est là, c'est comme pesanteur. Voilà, l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, une petite remarque quand même, c'est que ce qui apparaît, c'est toujours une différence d'énergie. Donc, ici, j'écris mgz, mais quelle est l'origine de l'axe Z? En fait, on s'en fiche, ça ne change rien, puisque quelle que soit l'origine de l'axe Z, dans la différence d'altitude, j'aurai toujours cette origine initiale, son influence va disparaître. Quand vous montez de 2 mètres en altitude, quand vous vous élevez de 2 mètres, peu importe que vous ayez pris l'origine des altitudes, je ne sais pas moi, au niveau de la prépa des INP ou au niveau de la mer, vous montez de 2 mètres. Donc en ce sens, peu importe quelle est l'origine de l'axe Z, et l'énergie potentielle, comme d'ailleurs l'énergie cinétique, comme la puissance, comme toutes les énergies, elles sont définies à une constante près. Donc je mets mgz et puis je vais rajouter en vert plus constante, mais on va évidemment toujours choisir l'axe Z tel qu'il n'y ait pas de constante. Voilà, a priori plus constante. Et je mets un point d'interrogation, puisque on va se débrouiller pour qu'il n'y ait pas de constante. On a vu également, nous, les forces exercées par les ressorts sur des masses. Donc on peut parler de ce cas-là. On va voir qu'il y a bien aussi une énergie potentielle associée à cette force-là. Donc, bon, ça c'était, mettons, c'était l'exemple 1. Exemple 2. Force exercée par un ressort sur une masse. Voilà, on imagine une masse qui se déplace à l'horizontale, hein, comme sur le schéma que j'avais fait tout à l'heure. Donc, cette force exercée par le ressort sur la masse, je l'avais déjà écrit, c'était moins k fois l'allongement que multiplie le vecteur EX, déplacement là, qui était vers la droite. J'avais appelé ça X, l'allongement. Donc je peux calculer cette fois, par exemple, la quantité, le travail infinitésimal exercé par cette force dite de rappel. Je vous rappelle que la force exercée par le ressort sur la masse, ça s'appelle une force de rappel. Puisque l'idée de ce mot-là, c'est que ça, si on ne fait rien, à cause des frottements, au bout d'un moment, la masse, elle va revenir vers sa position initiale. Et le ressort, il essaye toujours de ramener la masse vers la position d'équilibre initial. Bon, donc, toujours est-il que le travail élémentaire exercé par cette force F au cours d'un déplacement que je vais noter dr, c'est ça. Et donc, je peux écrire que c'est moins k fois x fois ex fois le déplacement dx ex. Alors, Victor, que se passe-t-il ? Ex, il est au carré, ça fait 1, puisque c'est un vecteur unitaire.
Et donc, il me reste moins kx dx. Je vais utiliser la définition de l'énergie potentielle. Donc, je mets rappel. Le travail de la force F, on a vu tout à l'heure qu'elle ne dépendait que du point initial et du point final. J'avais déjà fait le calcul pour un déplacement macroscopique d'un point A à un point B. Donc, on sait que c'est, par définition, c'est moins la variation d'énergie potentielle, comme je l'ai écrit là-bas. Et donc, si vous voulez, la version infinitésimale de cette expression, c'est le travail infinitésimal, c'est moins la variation infinitésimale d'énergie potentielle. Le travail infinitésimal, je l'ai ici. C'est moins kx dx. Donc, j'ai moins d de EP qui est égal à moins kx dx. Voilà. Alors, quelle est l'expression de l'énergie potentielle? C'est une fonction de x. Quelle est l'expression de EP, sachant que sa variation infinitésimale, c'est moins kx dx? Alors, vous n'avez pas trop l'habitude, je pense, de cette écriture, donc je vais l'écrire un petit peu autrement. Ça, c'est la même chose que d'écrire soit d de EP sur dx est égal à kx. EP, c'est une fonction de x, et donc d de EP sur dx, c'est quoi? C'est la dérivée de EP par rapport à x. Okay. Qu'est-ce qu'on en conclut? Voilà, 1/2 de kx carré. On pourrait poser 1/2 de kx carré plus une certaine